Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment installer Cockpit qui est une interface graphique, enfin plutôt une interface web pour serveur Linux. Donc ça marche très bien sur la plupart des grosses distributions, Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat, CentOS, Rocky Linux, Alma Linux, etc., etc. Même Arch Linux, etc. Il me semble que ça marche aussi. Donc nous allons voir comment l'installer, nous allons voir aussi les fonctionnalités qu'on peut avoir dessus, et aussi on va voir que Cockpit permet aussi de créer des machines virtuelles et aussi de créer des conteneurs. C'est des petites nouveautés qu'on a dans les dernières versions de CentOS Stream 9 par exemple, donc ça devrait se déployer petit à petit sur nos distributions favorites. On est sur une CentOS Stream Release 9, donc la dernière version de CentOS, et dans cette version là on a des trucs plutôt sympathiques, dont Cockpit qui a été mis à jour, et c'est pour ça que je choisis cette distribution pour vous présenter Cockpit. Pour l'installer, rien de plus simple, si vous êtes sur une base Fedora, Red Hat, etc., vous faites un DNF update tout à fait classique. Ça va mettre à jour la liste de vos paquets. Ça va aussi mettre à jour par la même occasion vos paquets. Et comme ça, après, on pourra installer Cockpit. Normalement, c'est installé de base, mais ça dépend de votre version que vous avez prise à l'installation de CentOS. Il me semble pas que Cockpit est installé avec une installation minimale de CentOS. Pour tout ce qui est Debian et Ubuntu, je suis quasiment sûr à 100% que c'est pas installé d'office. Peut-être Ubuntu Server, mais je suis pas sûr. Et donc on peut voir ici, donc, là on est sur une CentOS, donc CentOS, qu'est-ce qu'on fait? On fait un DNF install et on va installer Cockpit. Donc moi pour ma part je l'ai déjà installé, donc il va juste me proposer de la mettre à jour, ce qui est pas plus mal. Donc je la mets à jour. Si vous êtes sur une Debian ou un Ubuntu, vous pouvez tout simplement faire un apt update, un apt upgrade, et ensuite faire un apt install Cockpit, et ça marchera pour le mieux. Petite subtilité quand même qu'il y a, c'est que Cockpit est un service, donc si je fais un systemctl status Cockpit, on peut voir que le service est inactif par défaut, donc normalement vous démarrez le service, donc systemctl enable Cockpit, et là on peut voir que ça marche pas, c'est tout à fait normal. Quand on fait un systemctl Cockpit par défaut, il va remplacer ici, il va ajouter en fait à la fin de notre commande .services, plutôt .service, et en fait Cockpit n'utilise pas un .service, il utilise un .socket, donc vous faites un .socket, systemctl enable cockpit.socket, comme ça votre service se démarrera en même temps que votre serveur, et ensuite on va le démarrer, donc au lieu de mettre enable, on va mettre tout simplement start, et on va démarrer notre service. Super. Donc là si je fais un status, tac, ici, on peut voir que Cockpit est démarré, donc j'ai plus qu'à faire un petit IPA, je récupère mon adresse IP qui est en 148, et on va se rendre sur notre navigateur web. Et donc dans mon navigateur, je tape l'adresse IP de mon serveur, donc on a dit .10.148, et le port c'est le numéro 9090, donc 9090. On a un certificat auto-signé, donc hop, on va accepter les risques. Notre nom utilisateur et notre mot de passe, en fait, c'est tout simple. C'est l'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à votre distribution. Donc c'est un compte local de Linux, tout simplement. Donc on peut très bien prendre le compte root. Ça va marcher. Donc si je fais connexion, on peut voir autre option, on a aussi se connecter à d'autres serveurs, et ça c'est vachement cool, on en reparlera juste après. Donc ici tout en haut à gauche on peut voir root @localhost, donc c'est notre serveur, et ici on peut voir qu'on peut ajouter un nouvel hôte, donc ajouter un nouveau serveur à notre instance Cockpit. Donc il faudra que le deuxième serveur qu'on ajoute ici ait Cockpit d'installer tout simplement. Donc si je fais ajouter un nouvel hôte, je pourrais très bien mettre une IP ou un nom de domaine, peu importe, un utilisateur et aussi lui attribuer une couleur, c'est plutôt rigolo, on peut faire ça. Donc ça c'est vachement pratique pour administrer tous ces serveurs en un seul point. Ensuite ici un petit peu d'aide si on a besoin, on peut aussi regarder la version de Cockpit. Donc moi j'ai une version 264. Faut savoir que selon les distributions vous n'aurez pas forcément les mêmes outils ou le même système, les mêmes panneaux ici. Par exemple moi j'ai Container Podman, j'ai les machines virtuelles. Je sais que sur Debian par exemple il n'y a pas du tout ça, donc selon vos distributions vous n'aurez pas forcément la même chose. Donc ici on peut voir un peu l'état de santé de notre distribution, donc on peut voir que j'ai un service échoué. On peut voir aussi notre dernière connexion. Il faut savoir que si vous avez un serveur public et que des gens essayent de se connecter en SSH sur vos distributions, vous aurez un petit encart ici en jaune il me semble, qui vous dira hey, il y a 10 000 personnes qui essaient de se connecter à votre serveur. C'est plutôt sympathique, on peut voir aussi l'historique des connexions, donc ça c'est vachement cool. C'est un peu un journal CTL en version graphique, hein, c'est totalement ça. On a l'utilisation du CPU et de la mémoire.
Ici en petit widget, ça c'est cool. On peut aussi voir les détails et historiques si on en a besoin. Quelques informations sur le système. Donc moi c'est une VMware forcément parce que c'est une machine virtuelle en VMware. On a l'identifiant de la machine, l'uptime, la durée de fonctionnement. On peut aussi modifier le nom d'hôte ici, on peut aussi modifier l'heure du système, c'est ça, on peut modifier l'heure du système. Et tout en haut, on peut voir un petit bandeau qui permet de soit redémarrer le serveur, ou soit carrément l'éteindre, donc ça c'est plutôt pratique. Donc ensuite dans Journaux, c'est tout simplement nos logs, donc on a vraiment toutes nos logs, durant les dernières 24 heures, les priorités, suivant les logs qu'on veut. Donc critique est au-dessus, alerte est au-dessus, info est au-dessus, débogage est au-dessus. Donc c'est plutôt sympathique. On peut aussi suspendre les logs apparemment, donc ça peut être utile si on veut pas que les logs s'écrivent et qu'ils usent notre disque peut-être, je sais pas. Ça peut être utile. Ici on peut gérer tout ce qui est stockage. C'est ici qu'on pourra ajouter un disque à chaud, gérer tout ce qui est système de fichiers sur ce disque là, créer des points de montage NFS, donc ça c'est vachement cool. On peut aussi créer des cibles ISSI, donc c'est quand même assez avancé mine de rien. Ici on peut voir notre périphérique, on peut créer un périphérique RAID, créer un volume LVM2, créer une pool Startis, je connais pas. Aussi on peut voir nos lecteurs, donc ici on a par exemple les lecteurs optiques, bon moi c'est des lecteurs optiques virtuels, mais on peut voir ça aussi. On peut voir en temps réel le reading et le writing de nos disques. On a pas mal d'infos sur le stockage. Ensuite dans le réseau c'est la même chose mais avec le réseau. Donc on peut gérer même un pare-feu, ça c'est vachement cool. Voir un peu le débit montant et ascendant. On peut voir les journaux encore une fois. On peut ajouter des interfaces, ajouter un VLAN, donc créer des VLAN, etc. Donc les conteneurs Podman, les machines virtuelles, on va passer après. On peut aussi créer des comptes locaux si on a envie, donc ça c'est cool. Si je vais ici dans compte, voilà, normalement on a ça par défaut. On peut voir mon compte local classique, on peut voir mon compte route. On peut créer un nouveau compte, on peut lui définir un mot de passe. Donc je peux créer un compte comme ça. Donc là, vu que mon mot de passe est très faible, il me demande de valider si je veux vraiment créer un compte avec un mot de passe faible. Hop, comme ça, là c'est en train de créer mon compte. Et après je pourrais, hop, si je vais là-dessus, je peux lui changer son nom si j'en ai envie. Faire en sorte qu'il puisse être administrateur du serveur. Donc c'est l'utilisation de sudo tout simplement. Ça va ajouter l'utilisateur au groupe sudo. On peut voir sa dernière connexion, donc là jamais forcément vu que je viens de le créer. On peut aussi lui redéfinir un mot de passe, donc si on a oublié un mot de passe d'un compte ou quoi que ce soit, c'est possible de le faire. On peut évidemment supprimer le compte, ajouter des clés SSH, voir son historique de connexion. Dans l'onglet services, on peut voir tout ce qui est nos services, tout simplement. Donc par exemple Apache ou un serveur SQL, un serveur MariaDB. On peut voir aussi Cockpit. Donc si je filtre par Cockpit, je pense que je vais trouver là, voilà Cockpit. Donc c'est celui qu'on a démarré tout à l'heure au début de la vidéo. Et ici je peux regarder là où il est stocké, donc son chemin. Il est déclenché par cockpit.socket. On peut voir ses logs, ça c'est vachement pratique. Et aussi il me semble qu'on peut soit le redémarrer, l'arrêter. On peut voir aussi nos services en échec, donc services qui sont essayés de se démarrer mais qui n'ont pas réussi à se démarrer à cause d'une erreur. On peut voir nos services, les erreurs qu'il a fait et puis réagir en conséquence. Ici on peut voir CPU is unsupport parce que j'ai désactivé la virtualisation de la machine. Donc c'est à cause de ça que ce service là s'est mis en erreur. Donc ici par exemple je pourrais désactiver le service tout simplement et pouf l'erreur disparaît forcément vu que je viens d'arrêter le service. Alors l'interface web est un peu buggée parfois, elle a un peu du mal à réagir. Voilà, c'est bon, elle se met à réagir. Donc là on peut voir qu'on n'a plus le petit poinçon ici rouge qui nous dit hey il y a un problème sur les services. Et ensuite dans les applications, on a tout ce qui est petit applicatif supplémentaire qu'on peut ajouter à notre instance cockpit. Par exemple créer des images, des bulles d'images, je suppose que c'est des images Podman peut-être, je sais pas. On pourrait l'installer pour vérifier. On peut aussi manager les machines virtuelles, donc moi c'est ce que j'ai installé, par défaut ce n'est pas installé. Pareil pour les conteneurs Podman. Donc après dans les onglets intéressants on a par exemple la mise à jour logicielle. Donc là il n'est pas content parce que je ne l'ai pas mis à jour, enfin quand j'ai fait la mise à jour tout à l'heure de Cockpit, je n'ai pas redémarré le système et je pense qu'il n'est pas content à cause de ça. C'est ici qu'on pourrait mettre à jour nos distributions, donc faire un AP, enfin du coup un DNF update ou un DNF upgrade, c'est la même chose. Ici donc en interface graphique. Et à la fin on a un terminal qui permet de gérer une machine Linux avec un terminal. Donc ce qui fait que par exemple je peux très bien faire un reboot et mon serveur va se redémarrer lui-même. Ce qui va nous permettre normalement de récupérer notre interface sur la mise à jour. Donc maintenant vu que j'ai redémarré le serveur on n'a plus l'erreur. Et on peut voir que j'ai beaucoup de mises à jour à faire. J'ai 286 paquets à mettre à jour.
Donc ici je peux reload, vérifier une mise à jour, donc ça fait un... Donc ici ça nous vérifie les logiciels pour après nous faire, pour nous dire hey, t'as tout ça à mettre à jour. C'est un peu un apt update, on peut voir ça comme ça. On peut aussi définir des mises à jour automatiques. Ça peut être intéressant dans certains cas particuliers, même si je conseille pas forcément de faire ça. On peut les activer ici, très simplement en installant un petit paquet supplémentaire. On peut aussi activer kernel live patching. Ça permet tout simplement d'éviter de redémarrer trop souvent son serveur suite à des mises à jour. C'est pas forcément super recommandé ça aussi, mais on peut l'utiliser si on a envie. Et si on a tout simplement un bouton installer toutes les mises à jour pour tout installer les mises à jour d'un coup. Et donc après, tout en bas, on a tous nos paquets mises à jour. On a sa nouvelle version. Et on a la gravité de la mise à jour. Donc est-ce que c'est quelque chose? Donc là on peut voir que c'est un correctif de bugs. Donc là on peut voir qu'on a beaucoup de paquets à mettre à jour. Et pour la plupart c'est quasiment même que des correctifs de bugs. Et donc ici, comme j'avais dit tout à l'heure qu'on y reviendrait dessus, c'est des conteneurs Podman. Donc Podman, qu'est-ce que c'est? C'est bêtement Docker, mais en open source. C'est vraiment la même chose, hein. Les commandes sont les mêmes, etc. Racheté par Red Hat en 2018, si je dis pas de bêtises. Et ici on peut créer des conteneurs, on peut afficher les images. Donc ici j'ai une image de FreshRSS que j'avais. Ici on peut voir que j'ai une image de FreshRSS dont j'ai déjà fait une vidéo pour l'installation via Docker. Et donc ici, hop, on a 3 petits points, on peut hop, télécharger de nouvelles images et on peut rechercher dans certains registres. Donc on peut rechercher dans les registres dont Docker.io qui est un peu le Docker Hub. Par exemple, si je cherche une image d'Nginx, je vais trouver l'image de Nginx sur les registres. Ça prend un peu de temps de faire les recherches et on peut aussi donner un tag histoire de récupérer une version spécifique d'un conteneur. Donc ça c'est vachement cool. Donc on peut voir ici j'ai tous mes Nginx. Si on veut aussi on peut prune les images pas utilisées. Donc ça peut être pratique si on veut faire un gros nettoyage de printemps sur le serveur. Et on peut créer des conteneurs. Donc on peut lui donner un nom. Donc on peut lui donner un nom. Donc on va l'appeler FreshRSS2. Voilà pour la démo. Donc ici on peut sélectionner une image. Moi dans mon cas j'ai qu'une image de télécharger sur mon serveur. C'est FreshRSS. Donc on va la prendre. On peut aussi dire de retélécharger la dernière image, comme ça on est sûr que qu'on a la dernière version. On peut aussi limiter sa mémoire et limiter le CPU pour pas que le conteneur consomme trop. On peut lui indiquer la restart policy, donc on peut mettre uniquement on failure ou always, il n'y a pas d'autre option. Donc par exemple unline stopped, donc il n'y est pas. En option je peux lui dire de démarrer après sa création, donc ça c'est plutôt cool. Et après dans les intégrations on peut mapper des ports, ajouter des volumes et lui passer des variables d'environnement. Bon pour FreshRSS il n'y en a pas forcément besoin. On peut créer un conteneur assez simplement avec l'interface web, donc ça c'est vachement pratique. Et dans les machines virtuelles on peut aussi en faire, donc moi dans mon cas je pouvais pas en faire parce que j'ai pas la virtualisation d'activer sur ma machine. Mais si vous avez activé la virtualisation dans le BIOS de votre machine, dans le BIOS de la carte mère de votre machine, vous pourrez créer des machines virtuelles. Il me semble que c'est du KVM qui est derrière. Par défaut il faudra juste créer un réseau. Parce que par défaut il n'y a pas de réseau, donc il faudra créer un réseau nommé default. Donc voilà, donc ici je crée un réseau et je pourrais très bien mettre un default. Donc moi je l'ai déjà fait et on pourrait en remettre un, donc default 2. On peut choisir son mode de redirection, donc NAT c'est très bien. Le périphérique, on peut aussi sélectionner le périphérique auquel le réseau virtuel va être lié. Moi dans mon cas j'ai qu'une ENS33 et mon adresse de loopback. Donc ça c'est tout simplement votre interface réseau, hein. On peut aussi lui mettre soit en IPv4, soit en IPv6 ou soit avec les deux, si on veut travailler avec l'IPv4 et l'IPv6. Évidemment on peut lui mettre une adresse IP et une longueur de masse, donc en 24, hein, c'est assez classique. Donc on a un mini serveur DHCP, ça peut être pratique. Donc moi je vais annuler parce que ça ne m'intéresse pas vu que j'ai déjà un réseau, mais ça peut être utile. Dans notre pool de stockage, on a tout ce qui est disque dur des machines virtuelles. Donc on peut créer des disques durs de machines virtuelles à l'endroit qu'on veut, etc. Donc, et ici on peut soit importer des machines virtuelles, donc on peut importer des machines virtuelles, donc on pourrait déplacer des VM, donc ça c'est vachement cool. Et on peut en créer. Donc, ici je pourrais lui mettre le nom de test. Et ici on peut télécharger un ISO, et ça va aller télécharger un ISO qu'on souhaite. Donc ici par exemple je peux très bien aller chercher un Fedora 35. Il y a aussi du Debian, il me semble un peu plus loin, là on a du Bullsize. On a aussi du Debian Testing, je sais plus, c'est Debian Seed, la Debian Testing, donc une Debian en version de développement, ça c'est plutôt cool. On peut créer un nouveau stockage, forcément, hein, vu que c'est une nouvelle machine virtuelle, donc on va créer un nouveau stockage. On peut mettre la taille qu'on veut, donc on peut mettre 15.
On peut aussi lui allouer de la mémoire de la RAM, donc on peut lui mettre 2 si on a envie, ou 1, on peut changer en mégaoctets ou en gigaoctets si on a envie. On peut démarrer la VM à la création, ce que je vais ne pas faire parce que sinon ça ne marchera pas vu que j'ai pas la virtualisation d'activer. Donc ici après ça va se mettre en arrière-plan si je ferme. Et ici on peut voir que j'ai une VM que j'ai créée précédemment. Et on peut voir un peu ce qu'on peut faire avec une VM. Et là on peut faire pas mal de choses, on peut la démarrer automatiquement lors du démarrage de l'hôte. On peut changer sa mémoire, changer le nombre de CPU qu'elle a. Donc ici on pourrait avoir une console pour administrer notre serveur virtuel du coup. On peut voir l'utilisation de la mémoire, du CPU, ajouter des disques, modifier des disques, etc. Pareil pour les interfaces réseau. On peut aussi faire des snapshots, donc des instantanés. Et on peut aussi définir des répertoires partagés, ce qui permet de partager un répertoire, hein, c'est comme son nom l'indique, entre l'hôte et sa VM. Donc franchement, Cockpit c'est quelque chose de très très complet, et qui est de plus en plus complet au fur et à mesure des mises à jour. Et ça c'est vachement cool. On peut déjà faire des choses plutôt avancées avec. Moi je l'utilise parfois sur certains serveurs et c'est quand même vachement pratique d'avoir une petite interface graphique comme ça. Surtout pour les débutants, ça peut être vachement cool d'avoir une interface graphique comme ça pour administrer totalement son serveur. Hein. Il y a très peu de choses qu'on ne peut pas faire et si on peut pas faire quelque chose, on a le terminal intégré dans l'interface web, donc même pas besoin de se connecter en SSH. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de Cockpit vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!